Salut camarades! La dernière fois, après avoir étudié les aventures de Bohémond puis de Tancrède dans leur début à la tête d'Antioche, et pour pouvoir aborder la suite de celle-ci, nous avions abordé justement pour la première fois ce qui se passait pendant ce temps-là du côté d'Édesse et des Seldjoukides, à travers, entre autres très nombreux noms propres, et ça n'est que le début, le personnage de Baudouin du Bourg, Baudouin II d'Édesse, qui, dans ces tout nouveaux États latins d'Orient, fut donc le premier à être un second. Ouais, c'est vrai que c'est pas ma meilleure intro. Et effectivement, tout ça nous permet enfin, aujourd'hui, d'aborder la suite de leurs aventures, donc les aventures de Bohémond et de Tancrède, une suite qui va totalement changer leur vie, et qui va en grande partie se jouer près d'une petite ville au sud-est d'Édesse, petite ville, certes au carrefour, comme toutes les autres dans le coin, entre l'Irak, l'Anatolie, la Syrie, etc., petite ville sans grande importance, regroupée autour d'une forteresse surveillant les voies caravanières alentour, comme il en existe donc un sacré paquet dans le coin. Oui, définitivement, je n'arrive pas à réussir cette intro. Mais on va y arriver. En effet, le 7 mai 1104, malgré son caractère assez commun, cette ville va pourtant prendre, grâce à l'appétit dévorant des Francs, ou plutôt à cause de l'appétit dévorant des Francs, une importance capitale dans la suite directe de l'histoire d'Édesse et d'Antioche, mais aussi dans les 2 siècles à venir d'histoire des États latins d'Orient en général, tragiquement même dans l'histoire de l'Empire romain d'Orient, et évidemment donc dans l'histoire de l'Europe. Rien que ça. Et pourtant, personne ne la connaît. Ou alors c'est juste moi qui extrapole. Vous connaissez mon sens du drama. On s'était donc laissé, la dernière fois, sur l'établissement du comté d'Édesse, tourné autant vers quelques latins loyaux, comme Jocelyn de Courtenay ou Galéran du Puiset, que vers la population locale, notamment arménienne. Mais aussi, nous nous étions laissés sur, et c'est très important pour la suite, la guerre civile seldjoukide, qui a divisé le sultanat de 1098 à 1104 entre Barkiyarouk et Muhammad, 2 fils de Malik Shah, une guerre facilitant l'implantation des croisés en Syrie, et se soldant par un traité de paix en janvier 1104. Traité de paix qui a réparti le territoire seldjoukide entre justement les différents fils de Malik Shah. Ce qui ne nous dit pas exactement, c'est vrai, le rapport avec cette foutue bataille que je tease depuis décembre, mais rassurez-vous, c'est bien aujourd'hui qu'on va en parler. Vu cette répartition de 1104, la suzeraineté de la Syrie, province du sultanat donc envahie par les Francs, revient à Muhammad. C'est donc à lui de s'en occuper désormais. Or, traditionnellement, l'autorité seldjoukide en Syrie est représentée par l'atabeg de Mossoul, lieutenant direct du sultan, un poste très prestigieux et surtout très envié, devant intervenir dans le nord de l'Irak et de la Syrie, que ce soit face aux Francs, face aux princes turcs rebelles ou face aux turcomans indisciplinés. Oui, une sorte de babysitter, quoi. Aux dernières nouvelles, cet atabeg, c'était Kirboka, comme on l'a vu, qui s'empara de Mossoul après la brève occupation qu'en fit Toutouche en 1093. Barkiyarouk lui confirma ensuite son statut d'atabeg local, au titre duquel il partit à Antioche en 1098. Se faire déboîter, parce que son armée, pourtant bien plus forte et dans laquelle on retrouvait d'ailleurs notre ami Sockman, n'avait pas su, une fois de plus, se coordonner. Mais vous vous rendez compte qu'on était 2 fois plus nombreux qu'eux et qu'on va quand même perdre parce que ces débiles sont pas foutus de retenir 3 signes de code. Bref, de retour à Mossoul, il y meurt plein de rancœur quelques années plus tard, en 1102. Et assez logiquement donc, sa mort occasionne une guerre civile dans la Djézireh, beaucoup étant désireux de s'emparer de son prestigieux poste. Oui, c'est une guerre civile dans la guerre civile. Venez pas me dire que les croisés ont pas de bol après ça. Accrochez-vous bien à vos fauteuils parce que ça risque d'être un petit peu compliqué. Certes, Kirboka a désigné comme successeur son lieutenant Sonkorja, sauf que des notables de Mossoul ont écrit à un autre de ses lieutenants, Moussa le turcoman, pour lui offrir le pouvoir. Les deux se rencontrent, s'engueulent parce qu'un quiproquo s'installe, et le premier, pensant que le second vient reconnaître son autorité, on commence à en venir aux mains. Résultat, Sonkorja est tué. Non, je sais que vous vous habituez à plus compliqué, mais attendez la suite. Moussa prend donc possession de Mossoul, quand soudain surgit un 3e larron turc, Çekermiş, qui décide aussi de le renverser, appuyé qui plus est par le sultan Barkiyarouk. Moussa s'en sort alors en s'appuyant sur une autre puissance de la région qu'on a déjà évoquée tout à l'heure, le prince Artukid de Mardin, Sockman, à qui il refile en échange Isn Kaifa, d'où celui-ci s'étend désormais au nord jusqu'au Muratsu et au sud jusqu'à Mardin. Ah, je vous avais prévenu, ça fait beaucoup de noms propres.
Malgré cette alliance, Moussa finit quand même assassiné, ce qui permet à Çökermiş de devenir atabeg de Mossoul, légitimé donc par le sultan régnant, qui est alors encore Balkhiyarouk, ce qui se compliquera considérablement quand Muhammad récupérera la région suite au traité de 1104 et désignera un autre atabeg. Mais on n'en est pas encore là, rassurez-vous. En attendant, donc, assez logiquement, Sokman est assez furax, d'autant plus, selon René Grousset, que l'origine de leur discorde est le meurtre d'un neveu du second par le premier. C'est fou, on se croirait en Corse. Depuis qu'il n'est pas venu, à l'enterrement de l'arrière-grand-oncle d'un neveu du côté de la sœur de mon mari. Oui. Pour moi, il fait plus partie de la famille. Autant vous dire que face à ce merdier, les croisés ont le champ libre et sentent le moment venu de tenter quelque chose. Or, ça fait longtemps qu'ils regardent du côté de la mystérieuse ville et forteresse que je tease depuis la vidéo sur Bohémond, Harran, l'antique Car, où les légions de Crassus furent vaincues par les Parthes. Sinistre présage déjà. Cette ville de Harran se trouve sur la rive orientale du Balir, au sud-est d'Édesse, une rivière servant de frontière naturelle aux deux villes. Or justement, depuis sa nomination en tant que comte, Baudouin du Bourg va régulièrement saccager les faubourgs et les campagnes de Harran, interrompant son commerce et la réduisant progressivement à la famine. Et la famine entraînant souvent la discorde, le maître de la ville, Karaja, un ancien mamelouk de Malik Shah, tyran brutal ayant d'ailleurs potentiellement participé à l'alliance turque face aux croisades de secours, eh bien, il est évincé par un de ses lieutenants, Muhammad d'Isfahan, qui profite en 1103 de l'absence de Karaja pour prendre possession de la ville. Sauf que ce con garde dans son entourage un ancien page de Karaja, un turc du nom de Jawali, qui profite un jour de l'ivresse de Muhammad pour l'assassiner et s'emparer de la cité. Oui, ça fait vraiment beaucoup de Turcs, je suis désolé, mais c'est pas de ma faute si le Turc est belliqueux. Il y en a toujours un pour manger l'autre. Sauf qu'entre-temps, le traité de paix seldjoukide ayant été mis en place entre Balkhiyarouk et Muhammad, ce dernier s'avère plus consciencieux que son frère et se retrouve donc à gérer ses nouveaux domaines. Et il s'inquiète particulièrement des luttes intestines musulmanes locales et des appétits des Francs. Du moins, c'est ce que pense, assez intelligemment selon moi, Harold S. Fink dans A History of the Crusade, une série dirigée par Kenneth Seton, parue en 55 ou 59 chez Wisconsin Press. Vous me direz, on s'en fout, donc on s'en fout. Et c'est vrai que ça expliquerait le fait que peu après, Çökermiş, l'atabeg de Mossoul, et Sokman, le prince de Mardin, pourtant ennemis, s'associent et tentent de devancer les Francs en allant attaquer Édesse plutôt que d'attendre d'être attaqués. Ça tient si on imagine que c'est Muhammad qui leur a ordonné. Une autre version, cela dit, part du principe qu'à l'inverse, c'est devant leur alliance que les Francs décident de prendre les devants en allant assiéger Harran. On n'est pas exactement sûr. Bref, dans tous les cas, début mai 1104, ces deux princes se lancent en direction d'Édesse, Sokman à la tête d'une grosse cavalerie turcomane, peut-être 7000 hommes, Çökermiş à la tête d'un contingent plus petit de Seldjoukides, de Kurdes et d'Arabes, pour peut-être 3000 hommes. Apprenant qu'ils se rassemblent à Ras al-Ain, à 110 km d'Édesse, Baudouin II demande alors l'aide de Josselin et de Bohémond, afin de dévier cette attaque turque en précipitant celle que eux, les Francs, envisagent de porter sur Harran, de façon que Çökermiş et Sokman aillent affronter les Francs en race campagne, plutôt qu'ils n'aillent assiéger Édesse. C'est un petit peu compliqué, j'en conviens. De plus, le moment semble idéal, puisque les Francs savent parfaitement que cette forteresse de Harran est prête à tomber, Jawali ne l'administrant pas aussi bien qu'il l'imaginait. Qui plus est, vu les résultats encourageants de ces dernières années, tout porte à croire que ça devrait être une réussite, leur permettant ensuite de parachever la rupture de communication qu'ils cherchent à créer entre les musulmans de Syrie et ceux d'Irak et d'Iran. Et de là, ils pourraient viser Mossoul, la Mésopotamie, même Bagdad ne semblerait plus si loin. Autant dire qu'à Harran, ça flippe. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Ainsi, ayant réuni une énorme armée chrétienne, comme on n'en a pas vu dans la région depuis très longtemps, 3000 chevaliers et 7 à 9000 fantassins, francs comme arméniens, derrière Baudouin, Josselin, Bohémond, Tancrède, et même des religieux, comme Bernard de Valence, le patriarche d'Antioche, d'Imbert ou Benoît, archevêque d'Édesse, eh bien, ils mettent le siège devant Harran dans les premiers jours de mai 1104, tandis encore une fois que les 10 000 hommes de Sokman et Çökermiş campent à Ras al-Ain. Les Francs sont tellement sûrs de l'emporter qu'ils refusent de monter et d'utiliser des machines de siège, ils préfèrent éviter d'abîmer une ville et une forteresse dont ils comptent profiter bientôt. Ils préfèrent donc poireauter, maintenant le siège, sachant très bien que la famine règne déjà dans la cité. Et ça marche, les autorités cherchent effectivement à négocier.
Sauf qu'entre-temps, Bohémond et Baudouin, pourtant assez potes jusque-là semble-t-il, se foutent soudain sur la gueule, pour savoir qui c'est qui mettra sa bannière sur la forteresse. C'est un classique, décidément. Limite à se demander si c'est pas dans le climat qu'il règne cette espèce de zizanie étrange, propre à l'Orient. Non, je déconne, en Europe ils auraient fait pareil. La manœuvre n'en réussit pas moins, car en effet, apprenant ce siège, les forces de Sokman et Tchakormish, alors plus au nord-est, décident effectivement de ne pas aller attaquer Édesse, mais se rabattent sur les rives du Balikh afin de profiter de la rapidité de leur cavalerie pour surprendre les Francs et sauver l'indispensable forteresse de Harran, dont on peut penser que leur tout nouveau prince Muhammad ne tolérera pas la perte. Mis au courant, les croisés demeurent confiants et élaborent vite fait un plan, sans même se soucier, selon Georgios Theotokis, d'envoyer des éclaireurs ou même de rester vigilants. En même temps, les gars d'en face ils sont 10 000 d'accord, mais eux aussi, or depuis 1097, ils sont habitués à vaincre des armées largement supérieures en nombre. Pourquoi s'inquiéter ? Mais y a rien à préparer, laissez-les-moi les mange-merdes, je vous les expédie dans le purin aussi vite qu'ils sont venus. Leur plan est simple. À gauche, l'armée d'Édesse accrochera le gros de l'armée ennemie, tandis qu'à droite, à 1,5 km, derrière une colline, l'armée d'Antioche attendra le moment décisif pour intervenir et plier tout ça vite fait. C'est parfaitement imparable. Le problème, selon Steven Runciman, c'est qu'en face, ils ont exactement la même idée. En effet, le jour J, une partie des troupes musulmanes attaque l'aile gauche des Francs, puis se replie. Technique turque habituelle. Les Édesséniens, pourtant habitués à cette technique, tombent néanmoins dans le panneau et les suivent, pensant avoir remporté une victoire d'autant plus facile qu'ils apprennent que Bohémond de son côté en a fait autant. Sauf qu'une fois la rivière franchie et le contact avec l'armée d'Antioche perdu, ils tombent sur le gros de l'armée turque. La plupart des Francs et Arméniens sont alors massacrés, tandis que ceux qui tentent de s'enfuir sur la rive opposée sont rattrapés ou meurent noyés. Mais tout n'est pas perdu, reste l'espoir côté normand. Bohémond et Tancrède, ayant vaincu le détachement parti à leur rencontre, s'apprêtent alors à rentrer dans la bataille, mais voyant les fuyards retraverser la rivière, comprennent que tout est déjà perdu. Ils battent alors en retraite, ne sauvant qu'une petite partie des troupes d'Édesse, mais préférant éviter de voir s'effondrer avec elles tout l'édifice franc de Syrie du Nord, exactement comme Baudouin Ier quelques années avant avait renoncé à sauver Bohémond, alors emmené par les Turcs en Anatolie, pour la même raison. Le risque est trop grand. Détail éloquent sur le bordel absolu de cette journée, sur laquelle historiens et chroniqueurs ne sont pas d'accord d'ailleurs, la garnison de Harran, voyant repasser les Francs vaincus sous leurs murailles, décide de leur tomber dessus pour les achever, mais dans la panique, tue autant de Francs que de Turcs. La cavalcade est si éperdue que le patriarche Bernard de Valence coupe la queue de son cheval pour qu'aucun Turc ne la saisisse. Cannabis! Allez! Tu n'avances pas du tout, Cannabis. Cette journée demeure une victoire incroyable pour les Turcs et un désastre épouvantable aussi bien pour Antioche que pour Édesse, même si le premier choc immédiat est plutôt pour cette dernière. Si l'armée d'Antioche s'échappe sans trop de pertes, celle d'Édesse est presque entièrement massacrée ou capturée. Pire encore, Baudouin et Josselin eux-mêmes, les deux têtes du comté d'Édesse, ont été capturés alors qu'ils tentaient de franchir le Balikh avant d'être remis à Sokman. Jamais les Francs n'avaient été battus dans une bataille opposant deux armées de même taille, ni même dans un champ ouvert où d'ordinaire leur chevauchée frontale faisait fuir tous leurs adversaires. C'est la fin d'un premier élan irrépressible de la conquête franque, et jamais plus désormais ils n'imagineront s'aventurer aussi facilement, aussi loin à l'est de leur terre. Guillaume de Tyr, qui écrit pourtant quand même dans les années 1170-1180, ce qui signifie qu'il a vu d'autres batailles, eh bien, parle de celle-ci comme de la pire à laquelle les Francs ont jamais participé. C'est dire. En effet, cette bataille parachève après les croisades de renfort et la capture de Bohémond, la destruction du mythe d'invincibilité des Francs. Si ces croisades de secours ont montré que les renforts ne pourraient pas venir par terre, Harran prouve qu'Édesse sera toujours menacée, qu'Alep ne sera jamais franque, que le comté d'Édesse, installé entre Anatolie, Irak et Syrie, n'est pas sûr, et qu'il suffit que les musulmans s'unissent pour les balayer. Même si ça, pour le moment, c'est clairement pas leur fort. Et c'était quand la dernière fois qu'on s'est retrouvés tous d'accord sur un truc ? Oh, il faudrait que je descende aux archives, ça doit faire 3 ans. Mais finalement, dit-il au bout de 3 quarts d'heure, quel rapport avec Tancrède, Bohémond et Antioche ? Les conséquences sont plus dramatiques pour Édesse, qui perd toute son armée, son comte et son second, puisqu'Antioche, elle s'en sort en sauvant sa propre armée, son prince et le neveu de celui-ci. Eh bien non. Aussi paradoxal que cela puisse sembler,
Antioche a plus souffert de cette défaite qu'Édesse, on va vite le voir, et, tout aussi paradoxalement, Tancrède y a trouvé plus que son compte. Sans mauvais jeu de mots. En effet, Bohémond et Tancrède, craignant à juste titre que les vainqueurs de Harran n'en profitent pour s'emparer d'Édesse, rallient celle-ci au plus vite pour la mettre en état de défense. Or sur place, les rares chevaliers et décéniens encore vivants, francs comme arméniens, avec l'archevêque Benoît à leur tête et accompagnés de la population, décident que le plus sage est encore de leur proposer la régence. Cette proposition de la part des Arméniens est d'ailleurs intéressante à étudier. D'ordinaire, les cheffaillons locaux qui se font dérouiller par une armée adverse, il y en a un bon paquet, et jamais les habitants ne se disent qu'ils vont rester fidèles au dernier vaincu en date. Rappelez-vous, les Arméniens, c'est comme Bohémond, ils s'adaptent. Pourtant, c'est bel et bien ce qu'ils font. Là où d'ordinaire, ils auraient retourné leur veste et offert leur ville à un prince quelconque, arménien, franc, turc, grec, peu importe, en échange de sa protection, eh bien, ils décident cette fois de rester fidèles à leur comte, une notion pourtant nouvelle à leurs yeux, mais à laquelle ils semblent désormais attacher de l'importance. Du moins, c'est ce qu'en déduit Christopher McEvitt. Je pense qu'on peut nuancer un peu. Déjà, même si Baudouin et Josselin sont effectivement capturés, il reste encore a priori, contrairement à ce que dit McEvitt, l'archevêque latin d'Édesse, Benoît, qui ne compte donc sans doute pas laisser tomber le pouvoir franc, sans lequel il n'est plus rien. Il doit donc aller dans le sens de cette offre aux Normands, s'il ne veut pas se voir arriver des bricoles quand les Turcs vont rappliquer, ou quand les Arméniens, rough tyrants ou pas, vont le virer, le jugeant inutile, sans ses appuis francs. Ou pire, vu les tarifs que pratiquent les francs à l'époque en termes d'impôts. Ensuite, rien ne nous dit que, pour les Arméniens toujours pragmatiques, offrir la régence aux Normands n'est rien d'autre qu'un moyen d'assurer la continuité d'un pouvoir fort à Édesse face à la menace turque, sans pour autant se préoccuper de savoir si Baudouin II reviendra un jour récupérer son comté, une notion probablement donc encore assez floue à l'époque. Bon, toujours est-il qu'il propose donc cette régence à Bohémond, qui, trop occupé, accepte uniquement de s'occuper de Tel Bacheir, la seigneurie de Josselin, qui est donc plus proche d'Antioche, tout en refilant évidemment Édesse et l'autre moitié du comté de l'autre côté de l'Euphrate à Tancrède, trop heureux de reprendre du service, une fois de plus, d'ailleurs, dans une nouvelle région. Décidément. Évidemment, ça convient à tout le monde. À Édesse, qui flippe devant les Turcs, à Tancrède, qui retrouve un horizon prometteur, et à Bohémond, qui, comme Baudouin Ier en son temps, est ravi de se voir débarrassé de cet ombrageux neveu dans sa principauté. Autant vous dire que les deux Normands par la suite ne s'activent pas beaucoup pour libérer Baudouin et Josselin, Bohémond notamment, selon Jean Flory dans sa biographie Bohémond d'Antioche, chevalier d'aventure paru en 2007, parce qu'il ne voit pas pourquoi il se bougerait le cul pour des gens qui eux ont mis 3 piges à le faire pour lui. Eh ben, hein? Oui. Ils se démerdent, les mecs. Trop bons, trop cons. Ainsi donc, tandis que Bohémond repart dans sa principauté pour la défendre face à ses ennemis qui ne manqueront pas de vouloir profiter de cette défaite, Tancrède reste sur place avec les survivants et Décéniens et les quelques troupes laissées par son oncle, afin justement de se préparer à l'assaut que Tchekermich et Sokman ne sauraient tarder à mettre en place. Sauf que nous retrouvons là l'allié naturel des Francs, la discorde. Après leur belle alliance victorieuse et très prometteuse, sans doute donc sous la coupe de Muhammad qui deviendra un jour le premier sultan à vraiment faire face aux Francs, eh bien Sokman et Tchekermich ne peuvent manquer de s'embrouiller à nouveau, et ainsi donc de ne pas exploiter un pareil succès. S'ils se foutent sur la gueule cette fois-ci, c'est parce que Tchekermich, Atabek de Moussoul et donc lieutenant du pouvoir seldjoukide dans la région, le daron quoi, eh ben il est jaloux du butin amassé par le plus modeste Sokman, et aussi de ses prisonniers. Aussi pour équilibrer la balance, eh bien il attaque avec ses Turcs le camp de Sokman et embarque Baudouin II pour en faire son prisonnier. Sokman parvient à calmer ses Turcomans de justesse, puis, après avoir évidemment abandonné tout projet d'alliance avec ce fumier de Tchekermich, se console, avant de rentrer à Mardin, en prenant quelques postes frontières francs par surprise, en habillant ses soldats turcomans des tenues franques des cadavres du champ de bataille de Harran. Une bonne vieille ruse classique. Mon copain pilote. Oh l'ami. Viens voir ici vite. Il y a un truc qu'il faut que je te montre. Un truc intéressant. De son côté, Tchekermich, en plus de son coup de force sur le camp de Sokman pour rappeler qui est le daron local, s'empare assez logiquement de Harran, aux grandes dames de son gouverneur Jawalli, qui d'ailleurs se vengera, on le verra peut-être un jour,
en se faisant nommer Atabeg de Mossoul, donc le titre de Çökermiş, mais par Muhammad, sachant que Çökermiş, il avait été nommé Atabeg de Mossoul par Barki Yarouk. Sauf que Barki Yarouk, il a laissé la région à Muhammad. Voilà. Dans ton cul. Bref, fort de ces acquisitions, l'Atabeg de Mossoul continue la guerre, s'emparant des châteaux francs du Shabaktan, la région à l'est d'Édesse, moins d'ailleurs, on peut le penser, pour se prémunir des Francs que pour se prémunir de Sokman. Son petit coup de pute a pas dû lui plaire. On peut penser qu'il va revenir lui botter le cul. Bref, après ça, un peu plus sécurisé, il fonce sur Édesse. Sauf que foncer est un bien grand mot. Comme le dit très bien Sir Stephen Runciman, si le retard des croisés devant Harran a sauvé la ville, le retard de Çökermiş prenant d'autres forteresses sauve Édesse. Entre-temps, en effet, Tancrède a eu le temps de consolider le double rempart datant de Justinien, ce qui lui permet de justesse de résister au premier assaut de Çökermiş, notamment grâce à l'incroyable vaillance de la population arménienne. Mais enfin, vaillance ou pas, Çökermiş ne compte clairement pas lâcher l'affaire et il a tout son temps. Il décide donc de s'installer pour un siège. Le sort de Harran menaçant à son tour Édesse, Tancrède, ayant peu d'espoir de victoire, n'a plus d'autre choix que de demander l'aide de Bohémond, sachant que celui-ci ne peut pas abandonner Édesse. Certes, ils ont abandonné Baudouin et Josselin, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'abandonner une ville aussi importante qu'Édesse, de peur de voir tout l'édifice franc de Syrie du Nord s'effondrer petit à petit. Même si, comme on va le voir juste après, il a alors ses propres problèmes à gérer, Bohémond. J'ai peur d'être un peu débordé par le maman. Mais le bien commun l'emportant effectivement sur le reste, Bohémond prend tout de même la route avec toutes les troupes possibles sans trop dégarnir ses forteresses. Ce qui ne l'empêche pas malheureusement d'être ralenti par le mauvais état des pistes en cette saison. Tancrède, désespérant de voir son oncle arriver, tente alors le tout pour le tout dans une dernière tentative avant l'aube, et parvient justement à surprendre les Turcs, dont la défaite est totale quand, plus tard dans la journée, Bohémond arrive. Harran est vengé et Édesse est sauvée. Mieux encore, parmi les captifs que Tancrède fait dans le camp de Çökermiş, se trouve une princesse seldjoukide de haut lignage pour laquelle l'Atabeg, apprenant sa capture, offre 15 000 besants d'or, ou même le comte Baudouin II si les Normands le souhaitent. Il veut tellement la récupérer qu'il propose carrément cet échange au roi de Jérusalem. Or celui-ci, Baudouin Ier, suzerain et cousin de Baudouin II, veut à tout prix le récupérer, sans doute notamment de peur de voir les terres de son vassal passer aux Normands. Normal donc de le voir aussitôt écrire à ces deux-là pour leur dire de profiter de cette chance inespérée de récupérer le comte d'Édesse, leur frère d'armes et ami. C'est beau la fraternité franque. Oh bah non, bien sûr que non. Non seulement nos deux lascars ont besoin de thunes, mais en plus Tancrède se trouve très bien à Édesse, et Bohémond est ravi de ne pas l'avoir dans les pattes. Aussi écrivent-ils consciencieusement à Baudouin Ier qu'il vaut mieux attendre de voir ce que Çökermiş peut offrir de plus, tout en récupérant sa thune dans le même temps en échange de la princesse, laissant donc Baudouin et Josselin moisir en captivité, alors que le premier s'était fait chier à libérer Bohémond et que le deuxième l'avait aidé à agrandir sa principauté. Ils doivent vraiment apprécier. Ah les salopes! Mais tout ça ne nous dit pas en quoi Antioche est affectée par cette désastreuse défaite de Harran. Eh bien, tandis que Çökermiş, vaincu, se retire et que Tancrède retape son nouveau bled d'adoption, Bohémond rentre à Antioche. Et va vraiment d'emmerde en emmerde. Déjà, Ridouane, qui tente rarement d'attaquer les Francs seul, vu son manque de troupes, a cherché à se tenir au courant de l'avancée de la bataille, restant prudemment de l'autre côté de l'Euphrate en spectateur. Et, constatant ainsi la défaite franque, il se précipite aussitôt pour lancer une invasion des districts orientaux de la principauté d'Antioche, razziant le pays jusqu'au pont de fer et appelant les populations locales à se révolter. La petite fouine. Ça entraîne aussitôt une réaction en chaîne. Dès juin 1104, la population arménienne de la puissante forteresse d'Arta, craignant sans doute un siège de Ridouane, préfère virer sa garnison franque, bientôt suivie par celle de Maharat Masrin et de Sarman sur la frontière, qui massacrent les leurs à l'invitation de Ridouane. La perte d'Arta, notamment bouclier d'Antioche, si proche de la capitale, met les Francs dans une situation très périlleuse. Pire, dans ce climat d'insurrection, les garnisons franques de Maharat al-Numan, Chaoran, Latmin, Kafartab et Al-Bara se replient sur Antioche de peur d'être massacrés ou livrés aux Turcs. Les Normands ne tiennent plus que la vallée du Rouge jusqu'à Ab. C'est dérisoire. Au nord, même Albistan manque de tomber aux mains des Turcs, ce qui est évité de justesse par l'emprisonnement des chefs arméniens,
qu'on a surpris en train de comploter avec les Turcs. Car oui, la sédition est partout, et l'élément arménien, comme on l'évoquait, n'est pas aussi unanimement favorable aux Francs que ce qu'on a pu voir à Édesse. Encore une fois, les gars font leur propre popote, tout simplement, et dans une région où les aventuriers à la petite semaine défilent depuis des siècles, incapables de tenir une ville plus de 3 piges d'affilée, ils vont pas crever par fidélité à des gonzes qui sont là depuis moins de 10 piges. Les Byzantins, les Turcs, les Francs, c'est du pareil au même pour eux. Bon, ce que je peux vous dire... Oui. Oui, non, vous vouliez dire quelque chose? Allez-y, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez pas vous, c'est pas dit, que nous, qu'on en avait plus ou moins rien à péter. Ah bah oui, voilà, j'allais dire pareil. Cela dit, heureusement pour les Normands, Ridwan est bien vite accaparé par d'autres perspectives. Dukak, Malik de Damas, son frère détesté, meurt fin juin 1104, laissant sa succession disputée, succession dans laquelle évidemment Ridwan compte bien avoir son mot à dire. Mais succession qui se finira par la mise en place de la dynastie Bouride. Voilà, la famille de l'Atabeg de Dukak, Tourtekin. Quand je vous disais que les émirs se la jouent solo, c'est typiquement ça. S'il n'y avait pas eu cette diversion, la principauté entière aurait pu vraiment être en danger, voire achevée, selon Stephen Runciman. Bien que Claude Cahn, dans son bouquin sur la Syrie du Nord de 1941, suppose lui l'inverse, à savoir qu'au contraire, cette mort soudaine de Dukak permit à Ridwan d'être libéré au sud et ainsi d'accentuer sa pression sur Antioche. Mais, me direz-vous avec justesse, pourquoi Bohémond ne lui botte pas le cul avec sa ruse et sa vaillance habituelle, à 3 contre 2000, comme d'habitude dans des conditions qui rappellent des mauvais films de KPDP, le tout en punissant les éléments séditieux à grands coups de broche dans le derche et on tourne devant les murailles pour dissuader les petits potes. Du moins c'est ce qu'on prétend qu'il a fait à Antioche. Parce qu'il peut pas, car un malheur n'arrivant jamais seul, qui c'est qui décide de profiter de ça pour l'emmerder? Monsieur Alexis Ier, qui attendait patiemment ça depuis très longtemps. Je t'avais dit que je te retrouverais. En effet, fort des sympathies établies patiemment avec les Francs du Sud, que ce soit Raymond de Saint-Gilles ou encore Baudouin Ier de Jérusalem, dont Alexis a payé la rançon de certains chevaliers pris à la bataille de Ramla, comme on l'avait vu ensemble, eh bien Alexis justement en profite pour envoyer ses généraux Monastras et Boutomites à l'été 1104 pour reprendre sans aucune difficulté Tars, Adana et Mamistra, après avoir refortifié Korikos et Séleucie. Ils vont peut-être même jusqu'à Marash. Cette fois-ci, l'élément arménien s'est montré beaucoup plus coopératif que lors de la dernière incursion byzantine dans la région. Il a peut-être même viré les Francs avant l'arrivée des Byzantins. Sans doute d'ailleurs, après s'être laissé séduire par les promesses de tolérance religieuse d'Alexis. L'installation systématique d'évêques latins par les Normands, malgré la tolérance religieuse de Tancrède lors de sa régence, devant sans doute leur peser un peu. Encore une fois, les Arméniens y font au mieux de leurs propres intérêts, ce qui est parfaitement normal. Et ce n'est pas tout. Pendant ce même été 1104, l'escadre byzantine de l'amiral Cantacuzène, poursuivant initialement des Génois batifolants un petit peu trop près des côtes byzantines à son goût, en profite pour reprendre le port et la ville basse de Laodicée, la deuxième ville de la principauté normande. Bohémond, complètement débordé, réussit à peine à renforcer la garnison de la citadelle et à lui apporter un peu de bouffe, mais c'est tout, il ne peut pas tenter d'en chasser les Byzantins, qui pire encore, reçoivent carrément de l'aide et une certaine soumission de la part de quelques villes côtières plus au sud. Partout dans la principauté, c'est donc la déroute, et celle-ci n'est plus réduite qu'à une misérable peau de chagrin, tout ça en 4 mois à peine. La frontière est passée du Kouaïk, la rivière qui traverse Alep, à l'Oronte, la rivière qui passe devant Antioche. Tous les efforts de Bohémond et de Tancrède en 6 ans sont presque réduits à néant. Mais vous connaissez l'inflexible bois dans son phéno de Lascar, même quand il frôle l'anéantissement, les Francs préfèrent se battre jusqu'au bout, plutôt que de payer ne serait-ce qu'un petit tribut. Ce que Ridwan ou Ibn Ammar, par exemple, ont l'habitude de faire régulièrement pourtant. C'est à se demander si effectivement ils n'ont pas vraiment un problème avec les sous, les Francs. Vous ferez vœu de chasteté et de pauvreté. Oh non, pas de pauvreté, sire. Aussi, en septembre 1104, Bohémond, résolu à tenter le tout pour le tout, convoque ses vassaux, au premier rang desquels évidemment Tancrède, régent d'Édesse désormais, mais aussi son beau-frère Richard de Salerne, un terrible lieutenant de Bohémond à Albistan, détesté par tous les Arméniens. Parce qu'il n'est pas vraiment dans le trip rough tolerance, lui. Une fois tout ce beau monde réuni, son annonce est très simple. La situation est si catastrophique qu'il faut trouver des renforts. Certes, mais où?
Les quelques chevaliers qui prennent la mer pour venir se recueillir sur le tombeau du Christ préfèrent justement et évidemment servir le royaume de Jérusalem, et les Normands de Sicile et d'Italie, les cousins de Bohémond et Tancrède, ont déjà fort à faire là-bas. Oui, mais entre-temps, les exploits des croisés ont traversé les mers et inondé l'Europe. On a vu l'enthousiasme que la nouvelle de la prise de la ville sainte a suscité avec les croisades de renfort. Or, parmi les croisés, Bohémond sait qu'il jouit d'un prestige tout particulier, d'autant plus renforcé depuis son héroïque captivité, que ce soit par la seule force de ses exploits, ou par les bruits qu'il a pris soin de faire courir lui-même, ou grâce à son zélé chroniqueur anonyme dans son petit bouquin. Ça c'est pas du biceps en papier. Il est pas rabougri ni riquiqui. C'est vrai, et mon torse velu fait ma célébrité. Il annonce donc qu'il part en Europe, et tout particulièrement en France, où son prestige est grand, notamment à la cour du roi Philippe. Là-bas, il haranguera les foules, en Italie comme en France, plaidera son cas auprès du pape et des rois, et promet de réunir un fort parti de chevaliers. Et connaissant son éloquence et sa rouerie, personne parmi ses vassaux ne doute de son succès. Néanmoins, Tancrède, vaillant comme à son habitude, et toujours à l'affût d'une nouvelle aventure extraordinaire à vivre, se propose évidemment de partir à sa place, suggérant ainsi que la principauté ne saurait survivre privée de son chef légitime et charismatique. Mais Bohémond refuse. Son neveu n'a pas l'autorité suffisante en Occident pour ça, et il se doit de rester comme régent à Édesse, mais surtout à Antioche. Nul mieux que lui ne saurait tenir la Syrie franque en son absence, et Bohémond le sait. Bohémond part donc peu après, à la fin de l'automne 1104, accompagné de Dimbert d'ailleurs, partant plaider sa propre cause auprès du pape depuis qu'il a été viré de Jérusalem, sur 13 navires, munis de tout ce qu'il reste d'or, d'argent et de matières précieuses dans la principauté afin de financer son projet, ainsi que bien évidemment de nombreuses copies des Gesta Francorum, cette chronique normande mensongère de sa propre épopée au sein de la croisade, dont il vient justement, rappelez-vous, de faire modifier quelques passages, afin cette fois-ci d'encore mieux soutenir son propos. Mais ce propos, quel est-il ? Défendre la principauté, évidemment. Juste là-dedans, on peut imaginer, n'est-ce pas, juste et pieuse requête d'un baron de Terre Sainte, défenseur de la croix, requérant l'aide de ses semblables pour protéger les terres chrétiennes d'outre-mer sous musulmans, n'est-ce pas ? Mais il n'en est rien. Aller prêcher la seule défense d'Antioche ne rapporterait guère de volontaires. Et il le sait. Non, il a de bien plus noirs desseins que ça. Puisque c'est comme ça, j'ai une idée horrible. C'est une bonne idée, maître. C'est du gâteau. Suis-moi. Le terrible Normand ne va pas prêcher la guerre sainte contre les Seldjoukides de Syrie ou d'Irak, ou contre les Artoukides de Mardin, ou contre les Bourrides de Damas. Non, il va commettre l'irréparable et demander le soutien du pape et de la noblesse européenne face au dernier véritable rempart chrétien du Moyen-Orient, l'Empire romain d'Orient, et traîner donc dans la boue le Basileus Alexis pour justifier et pérenniser sa propre aventure d'Antioche. Sans le savoir, mais en le voulant sans aucun doute du plus profond de son cœur, il va jeter les prémices de l'épouvantable catastrophe que sera le sac de Constantinople par les Francs de la 4e croisade, un siècle précisément plus tard. Sac qualifié de pire crime contre l'humanité par Sir Stephen Runciman, et qui entraînera 2 siècles et demi plus tard la chute de l'Empire romain d'Orient, après bien sûr avoir facilité la chute précisément des États latins d'Orient. Lui donc, qui en 1096 partait pour protéger les chrétiens d'Orient, va désormais prêcher une croisade contre eux, uniquement pour régler dans le sang le conflit qui l'oppose à Alexis depuis maintenant 25 ans. Jamais il n'a oublié le vieux rêve de son père auquel il a participé, et le moment semble venu justement de porter le coup de grâce à son ennemi juré en détournant de son projet sacré l'inépuisable énergie de la croisade. Une perversion qui, à terme, causera l'effondrement de tout ce que la croisade avait tenté de créer et de protéger. Et pendant qu'il se rêve régnant de Tarente à Antioche en passant par Constantinople, sans même savoir qu'à voir trop grand, il ne reverra jamais sa principauté, il laisse le pouvoir à son neveu, un neveu de 30 ans environ désormais, débordant d'énergie mais heureusement plus mesuré dans ses ambitions, et qui est ravi de reprendre du service. Même si l'enthousiasme ne va pas durer, vu l'état dans lequel on lui laisse la baraque. Mais c'est pas pour ça que vous m'avez fait signer! C'est vous qui avez voulu signer! Mais il fallait m'en empêcher! Mais vous êtes fous, c'est dangereux de contrarier les fous! Regardez ça, c'est une ruine! Ainsi, tandis qu'il délègue à Richard de Salerne la régence d'Édesse, établissant enfin la suzeraineté dont il rêvait sur la comté eupphratéen, il s'apprête, sans encore le savoir, à diriger Antioche inlassablement jusqu'à sa propre mort.
et ce, tant et si bien, que Joshua Prawer, merveilleux auteur de l'histoire du royaume latin de Jérusalem, sachant que Tancrède fut régent d'Antioche plus longtemps que Bohémond n'en fut le prince, et que Tancrède est celui qui étendit cette principauté au maximum, à partir justement de cette seconde régence, eh bien Joshua Prawer nous dit qu'il est donc juste de voir en lui l'architecte de la principauté d'Antioche. En effet, pour cette fois-ci citer Claude Cahn, le départ de Bohémond marque la fin de ce qu'on peut appeler la période italo-normande de la principauté. Tancrède inaugure lui une politique nouvelle, politique qui certes n'est pas encore dépourvue de haine contre les Grecs, ni de visée extérieure à la province propre d'Antioche, mais dans laquelle il n'y a cependant plus aucune arrière-pensée européenne. Les méthodes aussi différeront. Bohémond était surtout un diplomate de grande envergure, Tancrède sera surtout un chef militaire local, d'un orgueil difficilement traitable, mais énergique, perspicace, habile aussi à contracter alliance avec tous les éléments indigènes. Bref, ce sera un Syrien. Étrange parcours, donc, que celui de cet obscur chevalier normand qui depuis 8 ans n'a réussi à s'installer nulle part tout en ayant servi tout le monde, de Bohémond à Godefroy en passant par Raymond, qui partout a appris à se faire aimer des locaux et à bien diriger, qui comme tant d'autres a tenté plusieurs fois de construire sa propre baronnie mais se l'est toujours vu voler par d'autres, qui a dirigé par procuration presque tous les États latins d'Orient, de Jérusalem à Édesse en passant par Antioche et la Cilicie, et qui pourtant ne fut ni ne sera jamais prince. Pourtant, tout ça a paradoxalement fait de lui le seul à pouvoir se sentir en effet plus natif de cette terre arpentée en tous sens que d'aucune autre. Tancrède, le grand émir représenté à la byzantine sur ses monnaies, le normand né en Italie sans avoir jamais ni vu la Manche ni pu rêver de conquête dans sa péninsule natale, avait ainsi enfin trouvé sa place, celle du premier poulain, c'est-à-dire du premier vrai latin de Terre Sainte sans lien avec l'Europe. Il n'est certes pas né ici, condition sine qua non pour être un poulain, mais il n'a plus rien à voir avec le vieux continent, et ainsi il a tourné une page d'histoire, celle de la première croisade, pour en ouvrir une autre, celle de l'implantation des États latins d'Orient. Car ce n'est pas une fin, mais bien un commencement. Dieu sait qu'il nous reste encore à étudier sa seconde régence, encore plus prolifique que la première, voir peut-être les péripéties des pauvres Baudouin et Josselin abandonnés de leur père dans les geôles turques, les conséquences de cette emprise normande sur Antioche et Édesse pour les seigneurs arméniens qui, comme Coq-Vasile, se retrouvent désormais encerclés par Tancrède, ou encore le règne fabuleux de Baudouin Ier, qui essaiera d'étendre son pouvoir jusqu'en Égypte et jusqu'à la mer Rouge. Mais évidemment, il nous reste aussi à voir l'étendue de la folie des grandeurs de Bohémond, une folie si grandiloquente qu'à l'opposé de son neveu, eh bien, elle l'entraînera finalement à sa perte. Folie qui porte d'ailleurs ironiquement un nom très précis pour ses ennemis grecs, contre laquelle quantité de récits les mettent en garde depuis l'Antiquité. L'hubris, la démesure. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires. C'est la plus courte que j'ai faite depuis précisément un an d'ailleurs, depuis la vidéo numéro 2 sur Hunger. Ben oui, ça fait bizarre, elle fait que 40 minutes. Je sais. Mais en même temps, je me dis que c'est pas un mauvais rythme, on va y revenir après. Merci surtout, et principalement et énormément, comme d'habitude, aux tipeurs, vous êtes les meilleurs, vous me permettez d'en vivre de mieux en mieux, vous me permettez de soutenir mes projets actuels, comme par exemple l'acquisition, en location bien sûr, je n'en ai pas encore là, d'un atelier, donc j'ai fait des démarches, il y en a un qui m'est passé sous le nez, là je suis sur un deuxième, attention, haha. Donc ce genre de choses, sur des bouquins, sur du matos évidemment technique, il va falloir que je rachète des disques durs encore une fois, puisque les miens sont un peu pleins. Donc voilà, un énorme merci à tous les tipeurs, vous êtes les meilleurs. Si vous en avez vous aussi l'envie et les moyens, vous pouvez me faire un don sur le site Tipeee. Oui, pour ce qui est de la durée de la vidéo, je me dis que c'est pas mal en fait, parce que ce foutu incident avec Adobe Premiere le mois passé m'a permis de me rendre compte d'un truc, c'est que j'étais parti sur un tournage très ambitieux d'1h20, 1h25 à peu près, et je l'ai coupé en deux, enfin d'1h20 de vidéo, c'est-à-dire que le tournage lui-même durait 7 à 8 heures. Et du coup, en le coupant en deux comme ça, je me rends compte que c'est vachement pratique. Ça fait des vidéos un peu plus courtes, 40, 45 minutes, 35 minutes, etc., qui sont donc peut-être plus digestes aussi pour vous, parce que c'est pas facile de trouver un rythme, hein. J'ai essayé pas mal de trucs, des vidéos très longues, très exhaustives, d'autres un peu plus courtes. À l'époque, j'en faisais des carrément beaucoup plus courtes, elles faisaient 12 minutes, ça c'est résolument fini. Mais là, je me dis que c'est pas mal, parce que donc ça fait deux vidéos de 40-45 minutes, c'est très bien. Et en même temps, moi, ça me permet de faire une énorme journée de tournage tous les 2 mois, ce qui, dans les conditions actuelles où je travaille, à savoir chez moi, avec d'autres gens,
c'est pas toujours facile de caser une journée de tournage. Là, ce sera beaucoup plus simple. Je fais un tournage, on va dire, de 9, 10, 12 heures, qui sait, je ne sais pas, tous les 2 mois, pour faire 2 grosses vidéos, et derrière, je suis peinard. Parce que là, en l'occurrence, je vais publier cette vidéo, on sera aux alentours du 12 avril, quoi, 12-13 avril, et je suis libre, entre guillemets, jusqu'au mois de mai, libre, évidemment, d'étudier la suite, et de l'écrire, donc c'est de l'étudier, etc. Donc c'est très très bien. Donc je pense qu'on va partir sur une configuration comme ça. De toute façon, une fois que j'aurai un atelier, je n'aurai rien à foutre, je pourrai tourner quand je veux, donc on verra, mais pour le moment, c'est une situation qui me paraît pas mal. Pour la suite, évidemment, eh bien, j'ai envie de dire qu'on va faire une grosse vidéo sur la fin des aventures de Bohémond et Tancred, mais tel que je me connais, on va plus être sur une vidéo sur la fin des aventures de Bohémond et une vidéo sur la fin des aventures de Tancred, sachant que les 2 personnages meurent quasiment au même moment. Donc voilà, il y a moyen que mai-juin ce soit là-dessus, et puis ensuite, eh ben, on verra. J'aurais voulu boucler la première croisade cette année, vous voyez que c'est compromis, parce qu'il nous reste encore Baudouin Ier de Boulogne, dont encore une fois le règne est assez long, hein. 18 ans de règne, on va jusqu'en 1118, là on est qu'en 1104. Ça fait un peu peur. La vidéo sur les chroniqueurs que j'ai promise. Je pense qu'on fera une vidéo sur Alexis Ier à travers l'Alexiade, puisque vous êtes nombreux, il me semble, à me demander de faire un focus byzantin au milieu de cette première croisade. Ce sera beaucoup moins ma spécialité, donc il ne faudra pas que je dise de conneries. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'après ça, on passera à autre chose, c'est-à-dire qu'on reprendra les Ottomans ou les pirates, etc. Mais après, je ne compte pas abandonner toute ma bibliothèque sous prétexte qu'on a fini la première croisade et l'implantation des États latins d'Orient. Qu'est-ce que je fais, moi? Est-ce que j'arrête résolument? Est-ce que je reprends plus tard avec les ordres religieux militaires, ce qui était mon objectif? Ou est-ce que je continue, en fait? Je continue cette implantation qui est quand même passionnante, puisque là, bientôt, il va y avoir Baudouin du Bourg qui sort de tôle, et Jocelyn aussi, séparément, et après va y avoir cette fameuse coalition turco-franque contre une autre coalition franco-turque, pardon. On est à la veille de ça, donc ça commence à être vraiment intéressant. Parce que vous me demandez souvent, et c'était mon objectif à la base, c'était de parler des différentes croisades, mais la deuxième croisade est beaucoup moins intéressante que les 40 années qui ont précédé en Terre Sainte. Ça c'est intéressant. Donc peut-être qu'on continuera un peu, c'est mon péché mignon, j'avoue bien, mais plus entrecoupé donc de vidéos sur d'autres thèmes, parce que mine de rien, il faut quand même faire respirer un peu la chaîne. Donc voilà, en attendant, on va finir cette année scolaire sur Bohémond et Tancred, je pense, et ensuite, rouler jeunesse, on reprendra un peu Baudouin, les chroniques, et puis Zou, et Alexis, bien sûr, ça sera une bonne transition d'ailleurs, Alexis, puis on passe à autre chose. Voilà, donc sachant que, très intéressant en plus, je veux dire, parfois l'histoire fait bien les choses, je veux dire, voilà, on va faire Baudouin, toutes ses aventures, on va faire les chroniqueurs, et après on fera Alexis. Pourquoi? Eh bien parce que Alexis et Baudouin meurent tous les deux en 1118. Franchement, il y a des moments, c'est tranquille, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'on s'emmerde à regarder Game of Thrones? Il n'y a pas besoin, l'histoire est déjà là, et en plus, elle concorde, c'est parfait. Moi j'adore, bref. Donc on va enquiller là-dessus, voilà. Sur ce, portez-vous bien, camarades, je vous dis rendez-vous au joli mois de mai. Je vais aller donc bosser la suite des aventures de Bohémond et Tancred, sachant que j'ai déjà pas mal de notes prises là-dessus, mais il faut quand même que je me replonge là-dedans. Et voilà. Portez-vous bien, et au plaisir. Ciao.